Chers amis, bonjour. Les noches s'en va-t-il en guerre? L'ordre de l'après-Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide a commencé avec la consolidation de l'idéologie libérale, de l'internationalisme occidental, basé sur les principes fondamentaux de l'état de droit, de l'économie de marché, des droits de l'homme, de la paix et du commerce mutuel comme moyen d'éviter un retour aux guerres sanglantes. Mais au cours des 2 dernières décennies, cet ordre a finalement subi diverses transformations par les fondateurs même de l'idéologie libérale à travers les guerres brutales et sans fin dont nous avons été témoins en Asie de l'Est et de l'Ouest, à la lumière des conflits de coalition occidentale menés par les États-Unis au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie et maintenant en Ukraine. On ne voit plus de discipline avec les aspirations au maintien de la paix ou aux droits de l'homme. Dans cette organisation dirigée par les États-Unis, le monde a été témoin de l'émergence de concepts tels que l'intervention humanitaire, armée, et la violation de la souveraineté de pays, comme nous l'avons souligné, sous prétexte de défense préventive ou de construction d'un État-nation. La stabilisation du chaos et des tueries brutales ont été le résultat de l'occupation de ces pays. Les appellations utilisées par les États-Unis et leurs vassaux concernant la Chine et la Russie sont les exceptions à cette hiérarchie internationale libérale. Cela paraît tout à fait normal et accepté par l'oncle Sam. Mais cet ordre-là n'est plus ou n'est point. Il a plutôt ouvert la voie à des guerres sans fin dans les pays riches en pétrole, à des agressions économiques, des sanctions contre des pays émergents comme la Chine, l'Inde et la Russie. Bien sûr, ces attaques visent à assurer la survie de cet ordre mondial américain, dépérissant certes, en générant des troubles économiques et sécuritaires pour New Delhi, Pékin et Moscou. Les États-Unis divisent à nouveau les pays du monde en amis et adversaires et avec leurs alliés européens poussent d'autres pays à se joindre à eux pour protéger l'existence de l'internationalisme libéral. Ou bien ils seront la cible de sanctions économico-politiques des plus sévères. En général, l'Occident a préparé le terrain de telle manière que nous serons à moyen ou à long terme témoins d'une confrontation entre la mainmise américaine décadente et le complexe russo-chinois. Là sont les principaux rivaux du régime mondial en mutation. En fait, mes amis, contrairement aux affirmations occidentales, la paix de Kant, le philosophe, basée sur la coopération entre les nations, a cédé la place à une idéologie néoconservatrice. Peu importe d'ailleurs qui dirige la Maison-Blanche, l'idéologie structurelle a transcendé tout individu ou branche du gouvernement. Elle est devenue la véritable politique étrangère des États-Unis et du bloc occidental. Depuis l'administration Bush, eh bien, les pays sont soit amis, soit ennemis. Cette situation présente une ressemblance frappante avec le récit de Thucydide sur la guerre du Péloponnèse. Il considérait la guerre entre Sparte et Athènes comme inévitable parce que Sparte craignait la puissance émergente d'Athènes. Des universitaires ont également discuté de cette guerre et exprimé leur inquiétude quant au fait que les États-Unis sont pris justement dans ce fameux piège de Thucydide face au nouvel ordre international en gestation, celui des pays émergents. Cela signifie que le conflit entre les États-Unis et la Chine est finalement inévitable. Les premiers et leurs alliés sont désespérément préoccupés par la puissance émergente de la Chine ou la montée du dragon d'Asie de l'Est, alors que les experts avertissent constamment l'Occident que l'état de guerre, de belligérance probable avec la Chine est bien présent. Mais alimenter la peur d'une guerre avec la Chine n'est qu'une propagande vide de sens. Les États-Unis n'ont ni le pouvoir ni la volonté de déclencher une guerre, surtout si les choses ne sont pas prévisibles. Le cas de l'Ukraine montre
Nous le voyons au quotidien depuis 6 mois, leur incapacité à affronter directement une puissance militaire mondiale. Pékin en est bien conscient. L'économie et la richesse de la Chine font partie des atouts de l'Occident et toute mesure prise pour lui nuire se retournera contre eux, comme c'est le cas en ce moment concernant la Russie. Peu importe d'ailleurs comment et où ils sont entraînés dans cette crise qui est la nôtre. Washington et l'Europe considèrent la Russie comme une menace militaire et la Chine comme une menace économique et de haute technologie. Alors, en conséquence, et pour commencer, le bloc occidental cherche à ouvrir et à creuser un gouffre entre Pékin et Moscou dans leur coopération stratégique. Ensuite, eh bien, il entend rendre précaire pour la Chine ses capacités économiques qui garantissent l'Asie et cette partie de l'Océanie. Tout cela en espérant créer un frein à son développement économique et pousser Pékin à consacrer une partie de son budget de développement à des affaires militaires ou des tensions avec d'autres pays. Quelle que soit l'issue de la crise ukrainienne, le bloc occidental tente de dépeindre cette Chine comme la plus grande menace pour l'Occident et le monde entier. Pour la première fois dans son histoire, l'OTAN a pris pour cible ce pays lors du sommet de Madrid entre les 28 et 30 juin dernier. L'Alliance Atlantique a présenté le pays de Xi Jinping comme un défi pour sa sécurité future. Quelques jours plus tôt, à Elmo en Allemagne, les dirigeants du G7 avaient sévèrement critiqué les autorités chinoises employant une terminologie nettement plus musclée qu'à l'ordinaire. Elle n'est sans aucun doute plus une puissance émergente pour le diktat américain de l'après-guerre froide, mais désormais un concurrent sérieux pour le monde occidental. Le pays a maintenant le pouvoir national et la technologie pour créer un bloc économique et même militaire avec ses partenaires contre l'internationalisme libéral. Une manière de se libérer de 100 ans de vassalité entre 1850 et 1950 pour la Chine particulièrement. Alors que les États-Unis et la plupart de leurs alliés européens sont plus encore endettés que leur richesse nationale, la Chine, propriétaire des plus grandes réserves mondiales et de la haute technologie, devrait dépasser les États-Unis d'ici 2030 et devenir la plus grande économie de l'histoire de l'humanité. Incroyable, n'est-ce pas? Il semble de plus en plus nécessaire de revoir, l'agencement du monde, car il est remplacé et réécrit à partir de zéro ces mois-ci. La Chine a réussi à adapter ses objectifs stratégiques aux changements structurels mondiaux de la politique internationale. Pendant la crise du coronavirus, Pékin a également montré au monde qu'il pouvait maintenir sa puissance commerciale mondiale et simultanément protéger la vie de son peuple. Bien sûr, elle ne cherche pas à instaurer une nouvelle autorité monopolaire, telle que les États-Unis l'ont fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le développement et les progrès souhaités sont ici ceux qui permettraient de réaliser, dans l'ordre actuel, un contrepoids au bloc occidental. Et pour l'instant, la Chine paraît être le seul pays capable de remplacer l'internationale américaine, transformer son ambition politique et sécuritaire, et trop souvent agressive. En fait, cette agression américaine contre la Chine à travers l'Ukraine et la Russie vise davantage à freiner le développement économique de la Chine et à fixer une ligne rouge quant au sort du devenir mondial qui s'écroule. Ainsi, mes amis, la victoire dans la crise ukrainienne est un facteur clé pour maintenir l'ordre existant ou empêcher, en fin de compte, l'effondrement de l'OTAN et de l'organisation transatlantique. Les alliés de Washington en Asie du Sud-Est, dont l'Australie, le Japon et la Corée du Sud, craignent qu'un changement dans l'aménagement mondial n'encourage la Chine à reconquérir sa patrie du 19e et du début du 20e siècle. Ils craignent que Pékin ne tente de regagner sa souveraineté historique sur Taïwan
Et à l'heure où j'enregistre, la visite de Madame Nancy Pelosi à Taïwan, contrairement à ce qui avait été demandé par sa propre administration américaine et armée et Maison-Blanche, et bien entendu provoquant la colère des Chinois qui pour l'instant savent se retenir, la Chine tente de regagner cette souveraineté historique vers Hong Kong aussi, la mer de Chine méridionale, pour établir en quelque sorte une ligne de front dans la région Indo-Pacifique. Dans tous les cas, l'Ukraine et Taïwan sont désormais au centre des enjeux géopolitiques et les conflits continueront sûrement jusqu'à ce que l'un des nouveaux blocs mondiaux domine l'autre. La question de savoir si le monde fera à nouveau confiance aux États-Unis après les décisions scandaleuses de Trump, de Biden concernant le retrait d'Afghanistan, ou bien s'il se penchera vers la Chine, tout cela sera bientôt dévoilé, mais je dirais dans un avenir assez prévisible. Je vous souhaite le mieux et le meilleur, chers amis, et à très bientôt.